Bonjour. La Coupe du Monde de football est un des premiers événements médiatiques planétaires, mais un événement politique et financier aussi, suffisamment pour dégoûter tout amateur de foot, et je parle en connaissance de cause. Celle qui se tient au Qatar est la Coupe du Monde de la honte, illustrant à merveille la réalité du capitalisme qui sans foi ni loi est prêt à assumer les pires horreurs au nom du profit. Elle témoigne de l'hypocrisie, de la corruption, du pouvoir du pognon. Le Qatar désire gagner en respectabilité sur le plan international. C'est entre autres à cela que doit servir ce tournoi mondial qui se veut fastueux. Gagner en respectabilité, oui, mais sur ses propres valeurs imposées au monde entier. Pour le symbole, tiens, pas d'alcool aux abords des stades, ni ailleurs officiellement, sauf évidemment pour les riches Qataris qui possèdent leur salon privé. Pas de femmes à la tête dénudée, de quoi ravir d'ailleurs nos féministes d'occasion qui voient dans le port du foulard en France un signe de liberté individuelle étranger à toute opération politique, pardi. L'engouement devait être total. Des supporters ont donc été payés pour donner un semblant d'ambiance. Et pas de paroles discordantes. Les journalistes qui voudraient faire leur métier se font casser la gueule, tout simplement. On Danish television, og der kan I se, nu bliver vi stoppet med at filme, og det er... But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera. Cette Coupe du Monde est bien celle de la honte, de l'hypocrisie complice des gouvernements si prompts à faire la leçon. Au quotidien, on a des chartes spécifiques sur le respect des droits humains, des chartes sur le respect de l'environnement. Oui, nos ministres nous font même la morale. Il faut éteindre la lumière, baisser son chauffage, et il faut prendre garde à nos déplacements. Il faut interdire le paix des vaches, pensent même certains. Mais au Qatar, pour cette Coupe du Monde de la honte, tout est possible. Les effets environnementaux de cette opération sont déjà jugés unanimement catastrophiques et tout le monde semble s'en foutre allègrement. Les stades sont réfrigérés, climatisés, sous la pelouse même, pour que le spectacle ne souffre pas de la chaleur ambiante. Et en plus de la climatisation des stades en plein désert, ce ne sont pas moins de 160 vols quotidiens qui doivent acheminer les supporters jusqu'à leur hôtel. Il est où le bilan carbone, sur lequel on nous bassine régulièrement? Cette Coupe du Monde est celle de la honte, de la discrimination. Elle est l'occasion de voir évoquer la situation faite aux femmes et aux minorités. Oh, évoquer et banaliser seulement. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Cette Coupe du Monde de la honte est surtout celle de la violence sociale. Les travaux pharaoniques ont mobilisé des milliers de travailleurs migrants. Exploités dans des conditions d'esclavage, ils ont bâti les stades dans des conditions insupportables. Pas moins de 6500 travailleurs y ont d'ailleurs laissé la vie, selon une enquête du Guardian. Bon, il ne s'agit pas vraiment d'une révélation, puisque ce chiffre est connu depuis février 2021. Mais la sueur et le sang des travailleurs, tous les gouvernements s'en foutent, telle est la réalité. Cette Coupe du Monde de la honte est aussi celle de la corruption. Pour accueillir cet événement planétaire, le Qatar a su faire preuve de largesse et utiliser à bon escient ses pétrodollars, arrosant personnalités politiques et anciennes stars du ballon rond jusque dans les instances internationales du football. En novembre 2010, une dizaine de jours avant le vote de la FIFA, la Fédération internationale de football, pour désigner le pays qui devait donc organiser cette Coupe du Monde 2022, un déjeuner était organisé à l'Élysée, réunissant le président de la République, Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar, Tamim bin Hamad El Thani, Michel Platini, alors président de l'UEFA, la Fédération européenne du football, et Sébastien Bazin, représentant de Colonie Capital, propriétaire du PSG, alors en proie à de grosses difficultés financières. L'hebdomadaire France Football, bien informé, indique: Au cours de cette réunion, il a tour à tour été question du rachat du Paris Saint-Germain par les Qataris, d'une montée de leur actionnariat au sein du groupe Lagardère, de la création d'une chaîne de sport, la future Bein Sport, pour concurrencer Canal+, que Sarkozy voulait fragiliser. Le tout en échange d'une promesse que Platini, président de l'UEFA, ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé, mais au Qatar. L'hebdomadaire France Football évoquait alors, je cite, une odeur de scandale qui oblige à se poser la seule question qui vaille: ce vote doit-il être annulé? Pas vraiment étonnant donc que les instances internationales interdisent aux sélections et aux joueurs de manifester sur place, d'arborer même un brassard rappelant la réalité politique et sociale du pays qui accueille l'événement. Cette Coupe du Monde étant fait celle d'un système politique, social et culturel. Les choses sont tellement évidentes que le malaise est général, frappant joueurs et sponsors qui pour certains font service minimum. En France par exemple, le Crédit Agricole, Volkswagen, partenaire majeur de la Fédération française de football, EDF aussi, ou encore Orange, annulent leurs invitations, n'offrent pas de place pour participer à la fête comme ils le font d'habitude.
Certains montent d'un cran. Intermarché, par exemple, met un peu plus les pieds dans le plat en écrivant noir sur blanc que la question des droits humains comme celle de l'impact environnemental, au Qatar comme partout ailleurs, est essentielle à ses yeux. En Belgique, la banque en ligne ING, partenaire de la sélection belge, a décidé, je cite, de ne pas envoyer d'employés sur place après avoir vu les rapports sur les conditions dans lesquelles les infrastructures du tournoi ont été construites. Et la liste s'allonge. Le service de livraison de colis GLS, dont l'image est également associée au Diable Rouge, c'est ainsi qu'on nomme l'équipe nationale belge, a lui fait le choix de ne réaliser aucune action publicitaire sur place ou dans la presse, refusant, je cite toujours, toute utilisation commerciale de la Coupe du Monde 2022 dans le contexte de la situation des droits de l'homme. Au Danemark, la loterie nationale danoise Danske Spil, qui parraine l'équipe nationale, a cédé l'espace qu'elle avait payé sur le matériel d'entraînement afin qu'il soit remplacé par des messages sur les droits de l'homme pendant le rendez-vous qatari. Et ça monte encore d'un cran. Hummel, l'équipementier de la sélection danoise, est allé jusqu'à concocter un troisième maillot noir de la couleur du deuil pour rappeler les ouvriers morts sur les chantiers. Le malaise est bien général, au point d'éviter de voir son nom associé à l'événement. Oui, malaise général, sauf apparemment chez nos gouvernants. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Il ne faut pas politiser le sport, déclare par exemple Emmanuel Macron. En réalité, Macron poursuit une longue lune de miel avec l'Émirat et son émir fortuné tout-puissant. Pas politiser le sport? Tiens, l'argument serait risible. S'il ne venait s'abattre comme un crachat sur le corps de milliers de travailleurs qui ont perdu la vie dans la construction des infrastructures. Oui, mais l'histoire de nos gouvernants et du Qatar est financière et politique. C'est cela sans doute qu'il s'agirait de camoufler. L'histoire remonte à une décennie, lorsqu'à côté d'investissements dits sportifs, on apprend la création d'un fonds d'investissement de 50 millions d'euros destiné aux quartiers français en difficulté. Et oui, le Qatar intronisé dans nos propres quartiers, délaissés par la politique de la ville. Elle n'est pas belle l'histoire? Le ministre de la ville d'alors, Maurice Leroy, ancien président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée nationale, est enthousiaste. Ce fonds d'investissement est un signe positif de reconnaissance des talents et capacités de création d'entreprises dans les quartiers populaires en France. En réalité, si le Qatar cible les banlieues et la communauté arabo-musulmane, c'est pour qu'elle soit à terme un relais de ses idées en France. Car le Qatar a des idées qui le poussent aujourd'hui, avec la complicité des Macron et autres, à se donner une image de respectabilité. Les efforts qataris pour retrouver un minimum de crédibilité au niveau international mettent en lumière l'hypocrisie de notre pouvoir, ses capacités à user d'un double langage, notamment sur les questions démocratiques, sociales et surtout sécuritaires concernant spécialement le terrorisme. Au lendemain de la chute de Kadhafi en octobre 2011 en Libye, le Qatar est soupçonné de financer des groupes terroristes islamistes au Sahel. L'Émirat aurait ainsi soutenu ceux que la France combat depuis 10 ans entre Mali et Niger. Plus précisément, le Qatar, avec ses pétrodollars, soupçonnés d'être l'argentier du terrorisme islamiste en Afrique du Nord, se livre à une course de vitesse avec l'Arabie saoudite pour soutenir l'islamisation des pays de cette région. Cela devrait être pour l'Émirat et ses amis occidentaux une vieille histoire. Et la Coupe du Monde devrait permettre de tout effacer et de trouver la respectabilité recherchée. Mais en décembre 2021, c'était hier donc, Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, affirmait avoir demandé aux autorités qataries de cesser de financer une quinzaine de mosquées, d'écoles et d'associations en France. L'Émirat aurait participé au financement de 22 mosquées en France en réalité, pour un montant de 25 millions d'euros en une décennie. Doha n'a jamais caché ses liens avec les tenants de l'islam politique, essentiellement celui de la mouvance des frères musulmans qui, dans les quartiers justement, prônent le communautarisme, la loi islamique, contre les lois républicaines. Sa vision critique de la société française, jugée exagérément laïque, transparaît aussi dans la couverture de la chaîne d'information Al Jazeera. Mais les autorités françaises et l'Émirat vivent une véritable idylle. Depuis les années Sarkozy donc, durant lesquelles les Qataris ont obtenu la défiscalisation de leurs faramineux investissements immobiliers en France, un cadeau de plusieurs centaines de millions d'euros, ils ont accumulé et amassé en France une véritable fortune, se sont emparés d'enseignes de prestige, cherchant des relais d'influence dans la société française. Tenez par exemple, on peut citer pêle-mêle Le Tanneur, maroquinier fondé en 1898, le célèbre grand magasin Printemps Haussmann, ou encore le PSG, Being Sport, Paris Handball, le Hyatt Regency, ex-Concorde Lafayette, l'Hôtel du Louvre, le Martinez, le Carlton, le Majestic à Cannes, le Palais de la Méditerranée,
à Nice, plusieurs courses hippiques de renom, comme le prix d'Arc de Triomphe. On peut évoquer le groupe de médias Lagardère, dont les Qataris sont les premiers actionnaires, ou le géant de l'hôtellerie Accor, dont ils sont le second. On peut parler de leur participation dans les groupes Total, Veolia Environnement, Vinci, LVMH, Vivendi ou encore GFI Informatique. Émirats et Qataris possèdent des milliers de mètres carrés de locaux sur l'avenue des Champs-Élysées. L'émir du Qatar en personne possède l'hôtel d'Évreux sur la place Vendôme à Paris et son frère détient l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis. Et cerise sur le gâteau, l'émirat participe à notre économie d'armement puisqu'il est un client important qui pèse des milliards d'euros. Voilà où mène la toute-puissance des pétrodollars le capitalisme débridé. Ainsi donc, la Coupe du monde de foot a un mérite. Elle met à jour les relations politiques et économiques entre l'émirat et les gouvernements, dont le gouvernement Macron et ses prédécesseurs, basés sur l'argent, la corruption, la compromission, sur la volonté qatari d'islamisation. Du coup, cela donne des idées. Ne riez pas, c'est très sérieux. Les prochains Jeux asiatiques d'hiver de 2029 devraient avoir lieu en Arabie saoudite. Eh oui, dans une région où on compte 2 jours de neige par an. Là encore, point de vue pétrodollar, islamisation, exploitation, esclavagisme, négation des droits, toutes les cases sont cochées. Ceci explique peut-être cela. Voilà, avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour être mieux informé et connaître les nouveautés. Je vous invite à me retrouver ainsi que quelques-uns de mes amis sur le site La Sociale, où nous publions éditos, articles, dossiers. Vous pouvez également me retrouver dans la revue Socialisme pour les temps nouveaux, que vous vous procurez en écrivant à l'adresse suivante. Enfin, je vous indique la sortie de mon dernier opuscule concernant le wokisme, idéologie venue des États-Unis qui s'est emparée d'une bonne partie de la gauche et qui est également en vogue au sein de la Macronie. J'y reviendrai prochainement. Vous pouvez vous le procurer en me le demandant de vous l'envoyer ou en le commandant directement sur le site Amazon, seul me permettant édition et distribution. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore pour l'attention que vous portez à cette chaîne et aux vidéos qui y sont diffusées. Portez-vous bien, salut et à la prochaine.